Et on ouvre le second débat de ce Sénat 360, alors que le Conseil constitutionnel, je vous le disais en titre, est appelé à se prononcer sur les assignations à résidence dans le cadre de l'état d'urgence, avec nos invités qui m'ont rejoint sur ce plateau. Serge Slama, bonjour. Vous êtes maître de conférences en droit public à l'Université Paris-Ouest Nanterre. J'accueille également Jean-Pierre Sueur, bonjour, sénateur socialiste du Loiret, ainsi que Jacques Mézard, bonjour, vous êtes sénateur du Cantal et président du groupe RDSE ici au Sénat. Serge Slama, il y a effectivement d'un côté cette décision du Conseil constitutionnel sur les assignations à résidence qui est attendue, mais on a appris aussi que le Conseil d'État aurait donné un avis favorable à l'inscription dans la Constitution de la déchéance de nationalité. Quel est votre avis sur cette décision du Conseil d'État ? Il faut bien distinguer tout ça. Le Conseil d'État s'est exprimé vendredi en section sur les assignations à résidence, sur la légalité en référé liberté. Mais le Conseil d'État a été saisi aussi d'une demande d'avis sur le projet de loi constitutionnelle et sur l'idée d'internement des personnes fichées S. Et c'est cet avis-là qui a été rendu public tout à l'heure par Franck Johannes, le journaliste du Monde. Et là, on parle de la déchéance de nationalité. Sur la déchéance de nationalité, ça fait partie du projet de loi constitutionnelle et le Conseil d'État a aussi rendu un avis là-dessus. L'idée, c'est que le Conseil d'État est très réticent par rapport à cette idée-là. Il remet un avis favorable parce que ça relève de la compétence du gouvernement de décider de changer la Constitution ou pas, avec évidemment le Parlement et le Congrès. Le problème pour le Conseil d'État, c'est que pendant à peu près une page dans le projet de loi constitutionnelle, il est expliqué que c'est contraire aux principes républicains et aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République de déchoir la nationalité des Français d'origine, dont les parents sont français ou qui sont nés sur le territoire français. Et puis ensuite, le gouvernement voudrait aller à l'encontre de ce principe fondamental. Ça pose aussi des problèmes éventuellement de conformité au droit international ou au droit européen. Ici, le Conseil d'État, après une analyse assez approfondie, estime qu'il n'y a pas de barrière, de barrage international. La barrière est essentiellement les principes républicains, mais c'est bien fondamental. Oui. Jean-Pierre Sueur, c'est une décision embarrassante pour le gouvernement, qui semble avoir d'ailleurs évolué sur cette question de la déchéance de nationalité. Après les attentats, cette mesure était d'ailleurs plutôt bien accueillie par l'ensemble de la classe politique. Et puis, au lendemain des régionales, avec un Front National très haut dans les urnes, le gouvernement semble faire machine arrière sur cette proposition. Écoutez, chère Delphine Girard, puisque vous avez bien voulu m'inviter, ainsi que mon collègue Jacques Mézard, je vais vous dire ce que j'en pense. Allez-y, vous êtes là pour ça. Je ne suis pas d'accord avec cette mesure. Je pense qu'elle n'est pas conforme aux traditions de la République, que lorsque l'on a une nationalité, on l'a, et que l'idée de dire que ceux qui ont une double nationalité pourraient voir l'une des nationalités, à savoir la nationalité française, retirée, n'est pas très satisfaisant, parce qu'on pourrait aussi imaginer que l'autre nationalité fût également retirée, si bien que la personne se retrouverait apatride. Et puis, je vais vous dire que je pense que lorsque quelqu'un, malheureusement, est dans cet état d'esprit de commettre des actes odieux... Ce n'est pas une mesure efficace. Vous savez, je ne crois pas que c'est cela qui ferait reculer ces gens qui étaient dans une folie barbare. C'est pas ça qui fait reculer. Il y aurait peut-être quelques cas par année. Je ne pense pas qu'il faille aller dans ce sens. Je ne sais pas ce que sera la décision du Conseil des ministres la semaine prochaine. Il sera éclairé par les avis du Conseil d'État, peut-être par la décision du Conseil constitutionnel. Mais puisque vous me demandez mon avis, je vous le donne librement. Ouais. Jacques Mézard, on sait qu'il y a quand même un malaise à gauche avec cette proposition. Et je le disais à l'instant, on semble que l'exécutif semble faire marche arrière et aurait peut-être justement souhaité être aidé un peu par soit le Conseil d'État, soit le Conseil constitutionnel. S'il y avait eu un effet défavorable, ça aurait arrangé un petit peu les affaires de Matignon sur ce point. D'abord, le Conseil d'État donne un avis, ce n'est pas une décision. Et le gouvernement n'est pas tenu de suivre cet avis. D'ailleurs, il l'a déjà démontré récemment par rapport au texte sur les langues régionales. Donc, c'est un avis qui est un avis très clairement réservé. Mais le gouvernement peut maintenir sa position. Personnellement, j'ai toujours été très sceptique sur cette idée de déchéance de nationalité. Parce que, comme vient de le dire très justement Jean-Pierre Sueur, quelqu'un qui a commis un délit ou un crime de cette nature doit dire qu'il se fiche éperdument de conserver la nationalité française. Je dirais que le seul avantage que j'y verrai, c'est que ça facilite éventuellement l'expulsion du territoire. Pour le reste, c'est le danger
de ces réactions à caractère médiatique immédiatement après les attentats, où, je dirais, pour rassurer l'opinion, le gouvernement, quel qu'il soit, annonce des mesures qui paraissent extrêmement fortes et qui, en fait, sont plus dangereuses par rapport à l'évolution de notre société qu'autre chose. Je crois que ça n'a aucun effet positif sur ce qui nous intéresse, c'est lutter contre le terrorisme, parce qu'il y a d'autres méthodes, et celle-là, ça ne freinera rien. Serge Slama, quel est votre avis sur ce que peut faire le gouvernement maintenant? C'est vrai qu'on vient de le dire, c'est une situation un peu embarrassante pour l'exécutif. Il s'est piégé lui-même parce que rien n'obligeait François Hollande à annoncer d'inscrire la déchéance des Français d'origine. Mais le problème, c'est qu'il se piège par l'histoire. Parce que si on met à part les constitutions révolutionnaires où il y a des déchéances automatiques et 1848 où il y a une déchéance des esclavagistes, les déchéances en France, c'est des périodes sombres. C'est la Première Guerre mondiale, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est Vichy. Les déchéances de Français d'origine, c'est uniquement Vichy. Dans les autres périodes de l'histoire, on déchoit des personnes qui ont demandé la nationalité, qui ont été naturalisées. Mais là, il s'agit d'avoir des personnes qui sont nées français, de pères français ou de mères françaises, ou éventuellement qui sont nées sur le territoire français. Il faut bien prendre conscience de cette catégorisation-là. Et on traite deux catégories de Français, puisque ceux qui ont une double nationalité pourraient être déchus, et pas les autres, pour le même crime. Alors Jean-Pierre Sueur, qu'attendez-vous à présent du gouvernement sur cette question? Écoutez, on l'a dit, le projet de loi constitutionnelle sera présenté mercredi prochain au Conseil des ministres. J'ai lu ce qu'a dit le Premier ministre dans la presse, qui lui aussi fait état de ses interrogations par rapport à cette mesure. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Je ne sais pas ce que fera le gouvernement. Moi, j'ai eu contact avec un certain nombre de collaborateurs du président de la République. Je leur ai dit ma pensée et je leur ai dit que autant je crois qu'il pouvait apparaître utile d'inscrire dans la Constitution certaines modalités relatives à l'état d'urgence. Lesquelles, par exemple? Que l'on définisse précisément comment l'état d'urgence commence, comment il finit. Et peut-être y a-t-il là des choses à préciser. Je ne suis pas sûr que la sortie en sifflet soit très fondée. Enfin, il faut en discuter. Mais je crois que là, il y a un vrai débat et que je ne serais pas du tout contre, a priori, le fait que l'on inscrive dans la Constitution ces modalités de l'état d'urgence. Pour ce qui est de la déchéance de nationalité, j'ai fait part aux collaborateurs du président de la République de mon avis, qui est négatif. Et je pense aussi, de surcroît, qu'il y aurait une grande difficulté à obtenir les 3/5 du Congrès sur une telle disposition. Jacques Mézard, qu'attendez-vous alors finalement du projet de loi constitutionnelle qui sera présenté la semaine prochaine notamment? On vous a déjà reçu d'ailleurs sur ce plateau pour en parler, sur l'état d'urgence. Est-ce qu'il faut l'inscrire ou non dans la Constitution? Moi, je l'ai rappelé lors du récent congrès, je ne crois pas qu'il faille systématiquement légiférer, relégiférer, et dès qu'il y a un problème, essayer postérieurement de faire une loi nouvelle. Nous l'avons vécu sous le quinquennat précédent de M. Sarkozy, et on recommence. Commençons par appliquer... Un fait divers, une loi, c'est ce qu'on disait effectivement. C'est ce qu'on disait. Eh bien maintenant, c'est plus qu'un fait divers, c'est un véritable drame. Mais si il suffisait de légiférer pour arrêter la main des terroristes, ça fait belle lurette que ça se saurait. Et je constate, moi, et je crains que cela ne relève plus que d'une gestion politique, médiatique de ces drames que d'un véritable fondement pour lutter contre le terrorisme. Alors qu'on donne les moyens à nos forces de police, à nos forces de gendarmerie, de faire leur métier, d'être en nombre suffisant, d'avoir les moyens suffisants, que l'on fasse en sorte qu'il y ait une meilleure collaboration entre les services de renseignement, les parquets antiterroristes et les juges antiterroristes, je pense que déjà ce serait un progrès considérable. Mais je suis par définition, très réservé, je ne sais pas ce que je ferai par rapport au texte qui sera présenté par le gouvernement, mais très réservé sur cette méthode de légiférer après chaque chose. Serge Slama, on
On sait ce risque qu'il y a d'inscrire l'état d'urgence dans la Constitution. Faut-il le constitutionnaliser selon vous ? Moi, je ne suis pas contre sur le principe. Je l'ai déjà défendu depuis longtemps. En 2005, on avait fait un référé avec un certain nombre de collègues contre l'état d'urgence dans les banlieues. Et à l'époque, moi, j'avais constamment dénoncé que ce n'était pas inscrit dans la Constitution. D'ailleurs, on organise le 4 janvier une conférence au Sénat avec Frédéric Rollin sur ce thème, la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Et mon idée, c'est que ça peut être inscrit dans la Constitution, mais sauf s'il faut se donner du temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire dans l'urgence, il ne faut pas rajouter la déchéance, il ne faut pas de régime transitoire. Le Conseil d'État est tronque le régime transitoire. On est dans un état d'urgence, on ne l'est pas. On n'est pas dans un semi-état, c'est l'état de droit où on admet des dérogations à la légalité, on n'en admet pas. Donc, mais il faut sortir de cet état d'urgence. Je crois que ce qui est pressé là, il faut arrêter l'état d'urgence, il ne faut pas le proroger. La police a eu le temps d'agir pendant un mois, des raisons ont été démantelées. Maintenant, revenons à la légalité ordinaire, et la légalité ordinaire permet de traiter ces questions. Avec toujours ce risque, Jean-Pierre Sueur, si un nouvel attentat a été commis sur le territoire français en plein état d'urgence, cela remettrait effectivement en cause la continuité de ce régime d'exception. Vous savez, l'état d'urgence, par définition, est quelque chose d'exceptionnel. Et je suis assez d'accord avec M. Slama. Il faut bien réfléchir à l'idée de sortir en sifflet. Ou bien on est dans l'état d'urgence, et s'il y a lieu de le prolonger, eh bien, il faut le prolonger. S'il n'y a pas lieu, il faut revenir à l'état de droit normal. Mais j'ajouterai un mot, si vous le permettez, si nous avons encore quelques instants, sur ce qui s'est passé tout à l'heure. Voyez-vous, moi j'ai été très sensible. Dans mon groupe, nous avons souscrit, d'ailleurs comme dans tous les groupes, à l'idée présentée par le président Philippe Bas à la commission des lois, de dire sur ces sujets-là, et moi je ne vais pas faire la tarte à la crème de la recomposition qui occupe des colonnes et des colonnes. Il y a une démocratie, chacun s'exprime et c'est normal. Mais il y a des sujets où... Vous faites allusion à la proposition de loi présentée par Philippe Bas, président de la commission des lois. Où la sécurité est grandement en jeu, où des choses essentielles sont en jeu. Oui. Et là, Philippe Bas a dit, voilà, on va faire une mission... Vous regrettez de ne pas avoir été suffisamment associé. Non, mais une mission qui comporte des représentants de tous les groupes. Et c'est très bien, moi je trouve que c'est très bien, très positif. Et hier, nous en avons débattu. Et jamais Philippe Bas n'a présenté cette proposition dont j'ai appris qu'elle serait des Républicains et de l'UDI, partisane forcément, sur des sujets, le rôle du parquet, sur lequel il pourrait y avoir des accords. Ouais. Et là, je crois, si vous voulez, qu'il faut garder cet état d'esprit d'une unité, non pas factice, mais l'unité quand l'essentiel est en jeu. Jacques Mézard, sur cette proposition de loi défendue ici, proposée par la droite sénatoriale, tous les groupes n'ont pas été associés visiblement. Je fais partie du comité de suivi. Je viens de découvrir qu'il y avait cette proposition de loi. Je dirais que ma réponse sera la même. Si chacun fabrique une proposition de loi qui se surajoute les unes aux autres constamment pour réagir médiatiquement, ce n'est pas la solution. La solution, dans ces conditions, c'est de prendre un minimum de temps pour demander à nos forces de police, aux parquets spécialisés, quelles sont les dispositions qui leur faciliteraient le travail dans le respect aussi des libertés publiques et éventuellement de modifier la loi et pas forcément de réviser la Constitution ou que chacun encombre le Parlement avec sa propre loi. Serge Slama, un mot pour conclure ce débat. C'est bien un retour au juge judiciaire, parce que le problème de l'état d'urgence, c'est que le juge judiciaire a été totalement évincé des procédures, et c'est le juge administratif qui effectue le contrôle, et pour l'instant, il n'est pas très satisfaisant. Il pourrait l'être, mais il ne l'est pas. Mais attention, le parquet, c'est une autorité administrative, c'est pas une autorité judiciaire. Il n'est pas indépendant au sens de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, on ne peut pas donner autant de pouvoir au parquet sans un contrôle d'un juge judiciaire, d'un vrai juge judiciaire, le juge des libertés et de la détention.